Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocan 21 TV, la deuxième partie de cette émission sur le sommet États-Unis-Afrique. Je suis accompagné, vous le savez très bien, de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, la coopération états-unienne est complexe. Quels sont les acteurs qui interviennent principalement? Votre question, pour répondre de façon lapidaire, c'est les dirigeants. Biden qui rencontre un Paul Biya, qui rencontre un Kagame, c'est eux qui ont... Est-ce que sous-jacent, on n'a pas ici le Pentagone, on n'a pas des ONG qui sont présentées, mais... Justement, c'est justement pourquoi j'ai essayé de prendre juste la superstructure, ceux qui sont... qui caracolent. Mais maintenant, à travers la superstructure, vous avez le développement maintenant des stratégies internes à chaque État qui leur permettent de développer des idéologies en faveur de leurs intérêts. Mais est-ce que c'est le cas chez nous en Afrique? Est-ce qu'on pense à nos intérêts? Est-ce qu'on pense au développement d'une pensée africaine ou bien d'une pensée camerounaise qui doit s'imposer, ne fût-ce que dans la sous-région, et partant sur le continent africain et pourquoi pas dans l'humanité. Mais c'est ce que les États-Unis ont essayé de faire à travers leurs dirigeants qui ont pensé le monde non pas uniquement dans la sphère américaine, mais une pensée idéologique qui s'imposera à l'humanité. Vous avez la diplomatie du dollar aujourd'hui qui s'impose à l'humanité et qui est remise en question aujourd'hui par les actions du président Poutine et de la Chine naturellement, qui essaie aujourd'hui de dédollariser le monde. Et donc, vous avez ces pensées-là qui sont très loin quand nous, on pense encore, si on doit classer l'Afrique sur la pyramide de Maslow, je crois que sur les besoins physiologiques. Revenons sur le discours de Barack Obama à l'Université du Cap en Afrique du Sud le 30 juin 2013. Je cite, « Tant que certaines régions d'Afrique continueront à être ravagées par la guerre et le chaos, les opportunités et la démocratie ne pourront pas prendre racine. Dans trop de pays, les actions de voyous, de seigneurs de guerre, de cartels de la drogue et des trafiquants d'êtres humains empêchent la promesse de l'Afrique de se réaliser. Et ils asservissent les autres à leur propre fin. » Fin de citation. Monsieur Toga, comment l'armée américaine conceptualise la menace sur le continent africain? Elle a conceptualisé bien avant que Barack Obama ne prononce ce discours. Bien avant. Vous avez les actions de cette armée-là au niveau de l'Irak. Vous avez les actions de cette armée-là au niveau de la Syrie. Et naturellement, les actions de cette armée-là sur le guide libyen en 2011, sous l'égide de Barack Obama, qui a donné quitus à ce qu'on vienne assassiner cet homme-là qui essayait d'avoir une mainmise sur ces malfrats que lui-même vient citer sur le continent africain. Donc, est-ce qu'il était en ignorance de la force du guide Muammar Kadhafi sur ces lascars, moi j'ai envie de dire? Non, c'était ses alliés. Et Muammar Kadhafi dérangeait, il a fallu qu'ils envoient avec Sarkozy une mission entre guillemets de l'ONU pour essayer de neutraliser le président Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, il fut un temps, le président du Tchad aussi s'offusquait que à ce moment-là, vous n'avez pas écouté la voix de l'Afrique. Vous n'avez pas écouté la voix de l'Afrique parce qu'elle était en contradiction avec les intérêts du suzerain et de ses valets locaux, de ses valets, c'est-à-dire la France. Mais aujourd'hui, 2014, il vient avec ce style de discours. Est-ce qu'on doit donner une oreille à ce style de discours du président Barack Obama? Je crois qu'il ne porte pas l'Afrique à cœur comme sa couleur de peau voudrait. Mais il a servi les intérêts d'un pays dont il est citoyen. Et c'est à nous, citoyens africains, de considérer que son discours ne peut que servir les intérêts américains et non les intérêts africains. Le terrorisme s'installe en Afrique comment?
Et de là, on va comprendre le discours du président Barack Obama. C'est un territoire tellement convoité. Lors de son discours, le président américain Joe Biden a dit « Lorsque l'Afrique réussit, ce sont les États-Unis qui réussissent et le monde entier également. » Même lors du sommet européen-Afrique, le président du Conseil européen a dit « Lorsque l'Afrique se porte bien, l'Europe également se porte bien. » N'a-t-on pas là d'entrer un croc en jambe des États-Unis à l'Union européenne? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. S'il fallait un peu parler d'actualité, vous allez voir que ces acteurs-là s'entendent sur quelque chose de principal, piller l'Afrique. Et donc, sur ce volet-là, ils ne seront jamais en contradiction, ils seront en accord, comme en 1884, lors du partage de l'Afrique, la conférence de Berlin. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont en contradiction? Je ne pense pas. C'est à nous de penser à nos véritables problèmes et à nos amis qui viendraient véritablement nous aider. Mais doit-on rester en continuité dans cette idéologie qui repose essentiellement sur la demande d'aide au développement, les années d'aide au développement sont en train d'être passées parce que naturellement on arrive à une ère de dédollarisation du monde et dont les économies ne font que se restructurer. Et est-ce qu'on va continuer avec cette idéologie dépassée et passée qui mettrait toujours l'Afrique à une position de domination? Que non. Et maintenant, vous permettez que je réponde maintenant à la question des propos du président américain quant à savoir que quand l'Afrique respire, les États-Unis aussi respirent et c'est le monde qui respire. J'ai envie de rigoler. Pourquoi quand l'Afrique a faim, les États-Unis n'ont pas faim? Oui, c'est... on respire juste parce qu'il a invité 54 présidents qui viennent là manger goulûment, sans toutefois poser les véritables problèmes que connaît le continent. Non, il se leurre fondamentalement et c'est le lieu pour moi ici de rappeler à l'ordre, s'il faille encore le faire, je lui dis, ce n'est pas les véritables problèmes qui ont été posés là-bas. J'ai envie d'admirer ici le questionnement du président camerounais qui a véritablement mis les mains dans le plat pour dire que vous venez chez nous, vous nous demandez des matières premières, mais le paiement, c'est compliqué. C'est compliqué, vous nous demandez en même temps le développement. Et quand on vient même sur les marchés internationaux, les taux d'intérêt, c'est à tomber. On ne va pas exploiter nos ressources. Et quand on ne veut pas les exploiter, vous nous envoyez du terrorisme. Et à travers le terrorisme, vous venez nous piller. On a attrapé les Français en Centrafrique qui étaient en train de piller l'or. Et donc, tous ces mécanismes-là, partant du condominium qui existe, dont j'expliquais, du condominium franco-américain qui existe pour piller l'Afrique. Mais sauf que, justement, l'explication de ce condominium-là viendrait du fait que, toujours partant de la doctrine de Monroe, viendrait du fait que les Américains ne vont pas s'ingérer dans les colonies des puissances occidentales. Ils ne viendront pas s'ingérer dans la gestion de ces colonies-là. Mais sauf que, partant aussi de l'hypocrisie qui régit les relations entre les Américains et les pays occidentaux, les Américains aussi essayent d'avoir voix au chapitre sur le continent africain. Et partant de là, vous avez la naissance d'Africom. Pourtant, les opérations Barkhane, dont l'OTAN est partie membre, le Barkhane, Serval, Takuba maintenant avec l'Union européenne, d'où les propos de M. Borrell. Et donc, vous voyez ici que ils sont tous portés vers l'Afrique, mais sauf que les Africains sont portés vers une destination inconnue. Ce monde inconnu, justement, l'avènement du monde multipolaire, le renforcement du multilatéralisme, stratégiquement, est-ce qu'il est encore possible de conditionner un pays en matière de coopération, pas de financement, si tu coopères avec des pays qui font entorse aux droits de l'homme, vu qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, mais des intérêts communs? Mais c'est le merveilleux monde dans lequel nous vivons. Un monde où des valeurs sont universellement reconnues par une minorité et qui s'imposent à l'humanité tout entière.
vous avez la question que le président russe a essayé de mettre en lumière, la question de la sexualité et du genre, et qui aujourd'hui est devenue une valeur universelle qui permet d'être considérée comme étant un élément fondamental de financement d'un projet dans un pays. Et donc vous posez ici une question qui est d'une acuité importante et que les chercheurs audacieux doivent pointer un regard là-dessus pour mieux comprendre le mécanisme de fonctionnement de cette reconnaissance des valeurs dans la direction que les États voudraient prendre, par exemple. Mais pour répondre rapidement à la question, oui, les valeurs sont émises et ceux qui portent les valeurs là au firmament qu'on connaît aujourd'hui sont en droit de poser des conditions préalables pour rentrer en possession de quelque chose que vous venez de leur demander. Vous voulez notre technologie, est-ce que vous respectez le droit des homosexuels? Et avec ce multilatéralisme, l'avènement du multipolaire, est-ce qu'il est encore possible? Ça sera possible, justement. On prend juste je peux juste faire un parallèle comparatif. Pas forcément, comparaison n'est pas forcément raison, mais essayons de comprendre la question de Taïwan au niveau de la Chine. Vous avez souvenance qu'il y avait des pays qui étaient en accord avec la position de Taïwan comme étant un État. Mais sauf que la diplomatie du soft power développée par la Chine à ce moment-là, auprès de ces pays-là, a poussé ce pays justement à changer de position sur cette question. Parce que les valeurs d'intégrité du territoire chinois sont mises en avant. Si vous nous supportez, vous supportez l'intégrité territoriale de la Chine, vous aurez droit à ça. Vous n'acceptez pas ça. Ça sera justement cette philosophie-là que moi, je pense, va régenter le monde et dont les États auront certes plusieurs lieux où aller demander de l'aide, mais sauf que les aides là seront toujours essentiellement conditionnées en fonction de ce que nous, on aimerait que vous transportez sur base de l'aide qu'on vous donne et implémenter ça chez vous. Donc les droits de l'homme vont connaître une redéfinition en fonction des intérêts qui sont portés par les pays qui apportent l'aide. Pour une fois, un sommet, dont le sommet États-Unis-Afrique, met en avant la diaspora. Faudrait-il procéder par un transfert de compétences ou travailler avec les Afro-Américains qui pourraient être un apport de la politique américaine? Y a-t-il changement de méthode ou encore de plan stratégique? Les Américains utilisent leur force pour mieux installer leur politique et leur diplomatie. Vous vous souvenez que l'émergence de la GOA, c'est les démocrates noirs américains qui ont porté ce projet et jusqu'à ce qu'il aboutisse aujourd'hui. Et donc, vous avez aussi très récemment African Young Leaders qui est né. C'est pourquoi? Pour cultiver, pour venir, parce que c'est quand même terrible. Hein. On considère que l'Afrique n'a pas de leader. Et donc, il faut construire les nouveaux leaders africains qui doivent aller apprendre à l'école américaine comment être leader. Et ça me fait rigoler. Donc, c'est une preuve que c'est le continent pauvre qui va à la quête de la connaissance parce qu'on lui fait miroiter un développement économique prospère. Mais est-ce que, moi je pense que le développement n'est pas forcément matériel. Il faut s'émanciper aussi intellectuellement pour résister à l'appétit ou bien alors aux appâts qui nous seront tendus sur le chemin de notre existence. Les Américains auront toujours besoin des Africains pour la continuité esclavagiste. Vous savez, il y a une idéologie qui voudrait dire que ce sont les Africains qui ont vendu les Africains. Ouais, c'est ça qui va continuer. Tout à fait. Donc, il y a une promesse en marge de ce sommet. La GOA sera vraisemblablement prolongée en 2025 pour 5 ans. Ce qui cadre
ce qui cadre avec les nouvelles stratégies américaines, est-ce que cela aura une plus-value? La Chine a investi 735 milliards dans 25 pays, les États-Unis 22 milliards, l'Europe a fait une promesse de 150 milliards lors du sommet Europe-Afrique récemment. Nous sommes encore loin du compte pour les Américains. Non, ils ne sont pas loin du compte. Ils ne sont pas du tout loin du compte. Ils savent ce qu'ils vont rechercher. Ils ont défini leurs objectifs. Ils ont défini ce qu'ils veulent en Afrique. Et ils savent où se positionner en Afrique. Donc, ils ne vont pas aller dire qu'ils développent toute l'Afrique. Ils ne vont pas dire que non, notre envie profonde, c'est de voir toute l'Afrique développer. Aujourd'hui, ils se sont consacrés sur les problématiques de l'heure, c'est-à-dire le terrorisme. Et ils ont développé une politique de contre-terrorisme qu'ils veulent accompagner les Africains dans cette politique-là, et maintenant en leur apportant une maintenance militaire, une formation militaire sur la question. Sur le volet sanitaire, ils luttent contre le sida et ils viennent avec maintenant la construction des hôpitaux, la construction pour relever le niveau sanitaire du continent. Maintenant, sur le volet de la démocratisation, ils essayent d'accompagner les partis politiques et d'imposer maintenant aux partis au pouvoir de libéraliser la parole, de donner, n'est-ce pas, une place politique à l'opposition pour qu'elle s'exprime, considérant par là qu'en Afrique, il y a encore un musulman qui est pratiqué. Mais quand on vient en Occident, on va voir que les médias sont censurés ou bien alors bannis, même de la sphère médiatique. On a Russia Today et Sputnik qui sont comme des exemples. Et ne parlons même pas alors des médias qu'on a censurés par leur obédience idéologique. On les a catalogués comme étant des médias complotistes ou conspirationnistes. Et donc, c'est une censure basée sur le fait que la masse est acquise à l'idéologie selon laquelle les idées contraires à des gouvernements ne peuvent qu'être complotistes. Et donc, le complotisme viendrait pour saper la quiétude de la société, la quiétude dans laquelle nous vivons, construire le chaos. Donc, c'est tout ça qui pousse les gouvernants, les Américains, avec leur idéologie, à censurer les personnes, peut-être comme moi qui parle ici, pour dire que toi, tu ne tiens qu'un discours provocateur qui sanctionne les actions des Américains à l'échelle mondiale. Mais toi, tu es un complotiste, on va me traiter de complotiste. Mais sauf que, basé sur des faits qui sont, pour du moins, avérés. Basé sur les analyses produites, selon les éléments des think tanks américains, ils ont produit une stratégie à long terme. Mais le problème qui se pose, M. Etoga, qui contrôlera l'Afrique? La jeunesse africaine de Kinshasa, de Bamako, en passant par Ouagadougou, est en veille et pose des questions pertinentes. Écoutez. Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers de la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois.
Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Faudrait-il compter sur cette jeunesse africaine pour permettre aux Africains de contrôler l'Afrique? Il faut essentiellement compter sur cette jeunesse éclairée. Il ne faut pas juste dire jeunesse africaine qui pose des questions, parce qu'aujourd'hui, c'est Noam Chomsky qui travaillait sur la fabrique du consentement. On fabrique le consentement. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance idéologique qui règne sur le continent africain? C'est la contestation. C'est la contestation des politiques étrangères qui sont menées sur le continent. Et maintenant, des analystes, alors la redouter maintenant, ils vont travailler à ce que les politiques étrangères doivent être en accointance avec le mouvement contestataire qui est sur le continent. Et partant de là, on va voir l'émergence, par exemple, du président français qui va dire qu'il veut créer maintenant de nouvelles chaînes basées essentiellement à diffuser la véritable idéologie française qu'elle voudrait développer sur le continent africain, qui dépassera maintenant l'état qu'on est en train de décrire aujourd'hui, franc CFA, présence militaire française, les bases militaires et tout ce travail-là. Il va utiliser les Africains avec la fabrique du consentement, c'est-à-dire le cadre de langage et tout ce qui va avec, pour diffuser une certaine idée que la France se fait de l'Afrique à l'heure actuelle, sous le regard de la contestation qui vient sur le continent africain. Les Américains, vous avez vu la position qu'a pris le président Donald Trump, par exemple, sur la volonté du Cameroun, par exemple, à affirmer son intégrité territoriale. On l'a sorti de l'AGOA. On a sorti l'AGOA parce qu'il faut analyser aussi le contexte. En 2020, le Cameroun sort de l'AGOA. Pourquoi? Parce qu'on essaye, on nous a dit, par exemple, pour intégrer l'AGOA, il y a certains principes, certains critères qu'il faut, la démocratisation, le respect des droits de l'homme, ce sont les vitrines pour entrer dans ce cercle restreint de développement qu'a constitué les États-Unis. Mais le Cameroun a été sorti de là en 2020. Parce qu'il subit une volonté de sécession, j'ai envie de dire, et il essaye de maintenir la sécurité, le maintien de la sécurité. On nous a dit qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. On nous a sortis de l'AGOA. Et donc, vous avez tout ça, et à ce moment-là, vous avez des Africains, Camerounais, qui ont estimé que, oui, on ne respecte pas véritablement les droits de l'homme, minimisant ainsi le fait que le pays sera divisé. Qui bénéficierait à qui? Aux États-Unis, aux suzerains. Vous voyez ici que votre question, qui contrôlera l'Afrique, est-ce que les Africains qui posent des questions pertinentes là sont aussi pertinents quand il faille analyser les interférences qui se font sur le continent pour essayer maintenant d'avoir la lucidité qu'ils ont au moment de poser la question quand ils vont entrer en revendication avec leurs dirigeants. L'Afrique a du mal à avoir sa souveraineté, à bâtir une Afrique unie. Regardez cet extrait du président Omar Akufo-Addo. Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. I believe a mine in southern Burkina has been allocated to them as a form of payment for their services. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow.
Monsieur Toga, est-ce que cette attitude diplomatique permettra à ce grand continent de sortir des griffes des prédateurs, d'où ce questionnement qui contrôlera l'Afrique? Oui, j'ai effectivement vu la vidéo, c'est à rigoler, c'est à rigoler. Mais vous avez l'échappatoire idéologique qui voudrait aussi que on a les dirigeants que nous avons parce que c'est cela que nous méritons. Et est-ce que véritablement quand on observe la pensée africaine qui se dissipe aujourd'hui dans la masse, est-ce que c'est ce genre de comportement qu'on aimerait avoir? Cela me pousse une fois de plus à revenir sur un questionnement qu'on a eu au cours de cette émission. Est-ce que les États-Unis ont un intérêt sur le continent africain? Voilà un véritable intérêt des États-Unis sur le continent. Un intérêt français, on pourrait appeler ici le président Ouattara. Un intérêt espagnol, il y en a plein sur le continent. Mais maintenant, est-ce que ces dirigeants qui veulent le développement de l'Afrique écoutent la voix des Africains et non des dirigeants africains qui viennent ici pour trahir un confrère qui essaye de s'émanciper de la dictature coloniale nazie de la France sur ce pays-là, en l'occurrence le Mali? Il n'a pas trahi que... non, pas le Mali, il parlait du Burkina Faso. Mais c'est la mêmeté, parce que, mêmeté, entre guillemets, c'est la même chose. Parce que à ce sommet-là, les pays considérés comme étant des dictatures militaires n'ont pas été invités, où on a considéré qu'il y a eu des coups d'État qui sortent du cadre des principes définis par la Goa et dont ils n'ont pas été invités. Est-ce que c'est encore l'Afrique qu'on aimerait avoir, comme votre question que vous me posez? Non, ce n'est pas cette Afrique-là. On aimerait une Afrique unie qui converge vers des intérêts définis et consentement définis, j'ai envie de me répéter à dessein, pour qu'on se sente mieux pris en compte et mieux respecté ce comportement auprès, je ne sais pas s'il va rencontrer le président Poutine, mais il sera dézingué. Je ne sais pas s'il va rencontrer le président chinois, mais il sera dézingué. Et cela me pousse maintenant à poser contextuellement son discours dans un monde multipolaire que nous voyons poindre à l'horizon. On se rend compte qu'il n'a pas fait ses classes. Et est-ce qu'il a le mérite d'être président du Ghana, de Kwame Nkrumah? J'en doute fort. C'est sur ces mots que s'achève cette émission de géopolitique. Nous vous donnons rendez-vous pour 2023 et nous vous apporterons certainement d'autres sujets encore plus alléchants. À très bientôt.